Ok, Suleiman, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président et cher maître. Je voudrais d'abord commencer par remercier la Société camerounaise de cardiologie pour m'avoir associé à cette session, ce qui me permet de siéger auprès de mon illustre maître le professeur Ba et à côté de mon maître le professeur Yamego. Je voudrais également dire merci au docteur Gomo Hamel qui m'a attrapé il y a 48 heures pour faire cette présentation. Une présentation qui me semble difficile parce que il fallait remplacer le professeur Khan. Quand on connaît la qualité scientifique et de communication de ce professeur, c'est difficile de le remplacer. Je vais essayer quand même de faire de mon mieux. Et il m'a été... Ok. Alors, il m'a été demandé de vous parler d'une complication de la cardite rhumatismale, l'endocardite infectieuse. Alors, nous disons... Alors, je disais tantôt que l'endocardite infectieuse, c'est une greffe des micro-organismes. Si l'endocarde sain ou le plus souvent lésé, ici nous allons parler donc de la cardite rhumatismale. Et ce micro-organisme peut se localiser soit au niveau des valves ou une prothèse valvulaire. Alors, c'est une affection qui est grave et sa gravité est liée à ces complications, les complications hémodynamiques thromboemboliques et infectieuses qu'on connaît. Également, sa prise en charge est difficile parce qu'il faut une antibiothérapie à forte dose et de longue durée. Et près de la moitié de ces patients auront besoin d'une chirurgie cardiaque, chose qui n'est pas souvent facile à obtenir dans nos conditions. Alors, nous avons essayé de faire un peu l'épidémiologie et on constate qu'en Occident, l'incidence de l'endocardite est faible, 40 à 80 cas d'endocardite par million d'habitants. Mais ce qui fait sa gravité, c'est la mortalité. Même dans les pays développés, la mortalité est élevée, 15 à 25%, et c'est une mortalité précoce durant l'hospitalisation ou dans les 3 premiers mois. Alors, en Afrique subsaharienne, nous avons sélectionné quelques études qui nous ont donné des prévalences hospitalières. On voit que la prévalence de l'endocardite infectieuse se situe autour de 1%. Et dans la majorité de ces cas, la cardiopathie sous-jacente, c'est une valvulopathie rhumatismale. La mortalité également est élevée en Afrique subsaharienne avec une mortalité qui va de 22 à 35%. Sur cette valvulopathie rhumatismale, l'endocardite elle évolue sur la forme subaiguë. Et donc, dans cette forme subaiguë, vous avez donc la lésion initiale endothéliale qui va être le siège de lésion DG. Et cette lésion DG va favoriser donc l'agrégation plaquettaire et la formation d'un thrombus ou d'une végétation abactérienne. Et lors d'une bactériémie, les microbes vont donc coloniser cette végétation abactérienne et donner l'endocardite infectieuse. Ici, on montre un peu les localisations préférentielles de l'endocardite infectieuse liées donc aux conditions hémodynamiques qui sont plus élevées au niveau des cavités cardiaques gauche. Vous avez d'abord la localisation au niveau de la valve aortique, la valve mitrale, l'artère cuspide et la valve pulmonaire. Contrairement à l'endocardite subaiguë, l'endocardite aiguë, dans l'endocardite, il s'agit d'un germe qui est virulent, qui va donc entraîner une bactériémie lors d'une inoculation directe et va donc entraîner une endocardite infectieuse aiguë avec des manifestations très brillantes. Alors, les conséquences de cette infection, notamment au niveau intracardiaque, vous avez donc des végétations, des ulcérations, des perforations, des ruptures de cordage qui vont donc entraîner des fuites importantes. On peut avoir une diffusion paravalvulaire avec atteinte du myocarde ou du péricarde
Et le tout va entraîner donc des complications hémodynamiques, notamment l'insuffisance cardiaque. On a également les métastases septiques qui vont se faire au niveau de plusieurs organes de l'organisme, mais également au niveau du cœur. On peut avoir de l'abcès, hein, et donc ceci donc va entraîner donc une persistance du syndrome infectieux. Alors, on a une conséquence immunologique liée à une libération prolongée de l'antigène bactérien avec une réponse immunitaire immorale, avec formation et dépôt des complexes humains qui va être à l'origine de manifestations immunologiques, notamment au niveau rénal, au niveau cutané, au niveau vasculaire. Et la réponse cellulaire va donc entraîner donc une splénomégalie. Alors, à partir de l'infection qui est localisée au niveau du cœur, on va donc avoir soit par migration de l'embole ou soit par des phénomènes immunoallergiques, des manifestations au niveau de plusieurs organes, le cerveau, les yeux, les articulations, ce qui fait que les manifestations cliniques de l'endocardite infectieuse sont polymorphes, avec donc des symptômes qu'on peut retrouver, tels que d'abord la fièvre, vous pouvez avoir des malaises, des arthralgies, des myalgies, et au niveau de l'examen, vous avez donc chez un patient qui a une cardiopathie rhumatismale, vous allez avoir une modification du souffle, vous pouvez avoir donc des signes extracardiaques, les purpura pétéchiales, les lésions de Guénoué, le nodule d'Osler, les splénomégalies, et également, on peut avoir donc des manifestations d'atteinte du système nerveux central. Dans tous les cas, chez un patient ayant donc une cardiopathie rhumatismale, l'endocardite infectieuse doit être évoquée devant une fièvre associée à des situations suivantes: une intervention récente avec un risque de bactériémie, des signes d'insuffisance cardiaque, des troubles de conduction récents, un phénomène vasculaire ou immunologique, la présence d'un AVC récent ou d'un abcès périphérique, notamment rénal, splénique ou cérébral. Et doit faire donc réaliser des examens paracliniques, en particulier les hémocultures. Et ici, donc, on rappelle les conditions de réalisation des hémocultures. Elles doivent être donc réalisées avec une asepsie cutanée rigoureuse pour limiter le risque de contamination. Il faut au moins 3 échantillons d'hémoculture espacés d'au moins 30 minutes d'intervalle. Et les prélèvements doivent être cultivés sur des milieux aérobies et anaérobies. En cas de choc septique ou de septique sévère, il faut 2 échantillons à 1 heure d'intervalle. Nous rappelons également que l'endocardite est une bactériémie persistante. Il ne faudra pas donc atteindre les pics fébriles pour faire les hémocultures. Les prélèvements doivent faire à tout moment. Et il faut donc faire attention quand vous avez donc une seule hémoculture positive. Il faut penser que ça peut être une sueur, puisque c'est une bactérie persistante. Normalement, on doit avoir au moins 2 ou 3 hémocultures positives. Si vous avez un patient qui était déjà sous antibiotiques, ce qui est souvent le cas dans notre contexte où les patients ils font une prémédication, où ils passent ou dans d'autres centres où on traite avec des antibiotiques avant qu'ils n'arrivent dans nos centres, il faut donc stopper l'antibiotique pendant 7 à 10 jours pour permettre donc que les hémocultures deviennent positives. Les autres examens biologiques qu'il faudrait faire, il s'agit de sérologie, des techniques de PCR, les cultures de valves lorsqu'elles sont prélevées, notamment en paire opératoire, du matériel prototype, des cultures des emballes ou des végétations, l'examen anatomopathologique d'un prélèvement. Il ne faut pas oublier de faire également le prélèvement de la porte d'entrée. Alors, après ces examens biologiques, il faudra faire une imagerie avec en premier lieu l'échocardiographie transthoracique et couplée à l'échographie transœsophagienne dès que vous le disposez. Et permettre donc de voir des végétations, d'avoir des abcès ou une perforation valvulaire. L'échographie vous permet également de faire le pronostic en évaluant les dégâts valvulaires causés par l'endocardite, les dégâts extravalvulaires, de vérifier la sévérité de l'endocardite et de la fuite qui est entraînée, également d'évaluer la cardiopathie sous-jacente. Si votre échographie initiale est normale, il faudra répéter l'échographie transthoracique et transœsophagienne après 7 à 5 jours pour voir si vous allez avoir apparaître des végétations ou pas. L'échographie doit être également réalisée après antibiothérapie pour évaluer la morphologie, la fonction myocardique et donc pour évaluer également la valvulopathie.
En dehors de l'échographie, il y a d'autres imageries qui sont donc pratiquées depuis quelques années. Et nous avons le scanner cardiaque qui va être réalisé, surtout donc dans la recherche des abcès ou des pseudo-anévrismes, dans les études anatomiques préopératoires dans l'endocardite aortique et dans l'évaluation des endocardites dans les prothèses valvulaires, ainsi que dans la recherche de complications, notamment au niveau cérébral ou splénique. Nous avons également le TEP scan et la scintigraphie au leucocyte marqué qui permettent donc de faire le diagnostic des endocardites, surtout dans les prothèses cardiaques et à la recherche donc de localisation secondaire à distance. Nous avons donc sur ces images, ici, une endocardite sur prothèse aortique, posée donc à la réalisation du TEP scan, et ici une localisation secondaire au niveau splénique. Alors, l'IRM également peut être réalisé, ici surtout au niveau cérébral, à la recherche donc de localisation au niveau cérébral. Ces examens d'imagerie, notamment le scanner cérébral et le TEP scan, ont été donc introduits récemment en 2015 dans les critères de DIC qui permettent donc de poser le diagnostic d'endocardite infectieuse. Nous avons toujours les anciens critères, mais jusqu'ils ont introduit les résultats du TEP scan et le scanner cardiaque. Les critères mineurs n'ont pas été changés. Et donc, après cette évaluation, soit le diagnostic d'endocardite il est certain, ou le diagnostic est possible, ou le diagnostic est rejeté. L'algorithme suivant nous permet donc, en cas de suspicion d'endocardite, il faudrait d'abord utiliser le critère de DIC modifié par l'I, c'est-à-dire sans les résultats du TEP scan ou du scanner cardiaque. Vous allez donc après faire l'évaluation, soit l'endocardite est exclu, soit l'endocardite est certain, là vous faites le traitement. Mais au cas où vous avez une endocardite infectieuse possible ou une endocardite infectieuse exclue, mais avec une suspicion d'endocardite qui est forte, il faudra donc refaire l'échographie transthoracique et transœsophagienne, réaliser les autres examens d'imagerie et appliquer les nouveaux critères pour donc refaire votre algorithme, soit en ce moment le diagnostic d'endocardite est exclu formellement, ou le diagnostic d'endocardite est possible, ou le diagnostic d'endocardite est certain. Dans les deux derniers cas, il faudra donc faire le traitement. Et le traitement donc dans l'endocardite infectieuse est une prise en charge pluridisciplinaire, puisque c'est une maladie qui est cardiaque, mais avec des manifestations au niveau des divers organes. Et donc, il faudra actuellement la prise en charge est coordonnée par ce qu'on appelle l'endocardite team, qui regroupe plusieurs spécialités. Et le traitement de l'endocardite infectieuse est surtout basé sur une antibiothérapie. Et nous avons ici le principe de l'antibiothérapie. Il s'agit d'une antibiothérapie précoce et prolongée, adaptée aux germes, une association bactéricide et synergique avec une posologie élevée, en règle par voie parentérale. Il ne faudra pas oublier de traiter de façon systématique la porte d'entrée. Et pour l'antibiothérapie, les recommandations sont également claires. En cas d'antibiothérapie empirique pour endocardite infectieuse sur valve native, nous avons les molécules qu'il faut utiliser en première intention. Et en cas d'allergie, il faudra donc changer les bêta-lactamines par la vancomycine. Et en cas d'antibiothérapie empirique pour une endocardite infectieuse sur prothèse, nous avons directement à la vancomycine. Si c'est une endocardite infectieuse précoce sur prothèse, c'est-à-dire moins de 12 mois en post-chirurgie, il faudrait directement aller à la vancomycine, associer la gentamicine à la rifampicine. Mais si c'est une endocardite infectieuse sur prothèse, mais qui est tardive, il faudrait faire le même traitement que si c'est une endocardite sur valve native. En cas d'endocardite à streptocoque, nous avons la pénicilline, l'amoxicilline, et en cas d'allergie au bêta-lactamine, on a toujours recours à la vancomycine. En cas d'endocardite à streptocoque sur valve native, la chlorsaxilline ou l'oxacilline associée aux gentamicine. Et
dans tous les cas, en cas d'allergie au bêta-lactamine, il faut aller à la vancomycine. En cas d'endocardite staphylococcus sur prothèse, on a la cipro plus la rifampicine, plus la gentamicine. En cas d'allergie, on a recours à la vancomycine. En cas d'endocardite fongique, il faudrait donc, en cas d'endocardite aux entérocoques, d'abord, nous avons l'amoxicilline et la gentamicine. Et en cas d'endocardite fongique, il faut l'amphotericine B et faire la chirurgie. Les autres indications de la chirurgie, c'est les endocardites infectieuses avec comme complication une insuffisance cardiaque, ou lorsque vous avez une infection non contrôlée, ou lorsque vous voulez donc prévenir les embolies systémiques des emboles, notamment au niveau des endocardites aortiques et mitrales avec une végétation dont la taille est supérieure à 30 mm, ou en cas d'endocardite aortique et mitrale avec une végétation supérieure à 15 mm en l'absence donc de contre-indication à la chirurgie. Alors, ce traitement chirurgical n'est pas souvent disponible dans la majorité de nos pays et donc il faudra donc insister sur la prévention. Et cette prévention consiste donc à la surveillance de l'état bucco-dentaire, puisque c'est la porte d'entrée qui est le plus souvent retrouvée dans nos conditions, et des autres foyers infectieux potentiels chez des patients atteints d'une cardiopathie à risque, notamment les cardiopathies rhumatismales, au moins 2 fois par an. Il faut une asepsie lors de la réalisation des gestes à risque infectieux chez ces patients, une antibiothérapie curative de tous les foyers infectieux. Il faut faire des soins dentaires et un traitement des foyers infectieux au moins 15 jours avant la chirurgie cardiaque. Il faut décourager les piercings et les tatouages qui peuvent constituer des portes d'entrée d'endocardite, et l'antibiothérapie lors des gestes chez les sujets à risque va donc utiliser de l'amoxicilline ou de la clindamycine par voie orale ou par voie parentérale en une seule dose 30 à 60 minutes avant la procédure. Nous montrons ici le groupe de cardiopathie à risque avec le groupe A haut risque, et le groupe B, le groupe à risque moins élevé. Mais on constate que dans ce groupe, ils ont mis ici des valvulopathies, notamment l'insuffisance aortique, l'insuffisance mitrale, le rétrécissement aortique. Mais je pense que cette classification a été faite en Europe, et ils n'ont plus de valvulopathie rhumatismale. Et dans notre contexte, je pense que nos valvulopathies rhumatismales doivent rentrer dans le groupe à haut risque cardiovasculaire. Notre maître, le professeur Bach, qui a beaucoup travaillé sur les valvulopathies rhumatismales, nous donnera son avis sur ça. En conclusion, nous disons que l'endocardite infectieuse est une complication grave de la cardite rhumatismale. Les données cliniques, l'échographie et les homocliniques permettent donc de faire le diagnostic de l'endocardite infectieuse avec actuellement l'apport du scanner et de la scintigraphie marquée au leucocyte qui permettent donc de faire le diagnostic des endocardites sur les prothèses valvulaires. Sa prise en charge est multidisciplinaire et fait appel à un endocardiste team qui associe les cardiologues, les infectiologues, les chirurgiens et les bactériologistes également. Mais cette prise en charge, elle est coûteuse et n'est pas toujours disponible dans nos conditions, d'où la nécessité d'insister sur la prévention de l'endocardite infectieuse, surtout chez les patients porteurs de cardiopathie rhumatismale. Je vous remercie.